12h, 13h30, les midis de culture. Géraldine Mosna-Savoie, Nicolas Herbeau. Place à la critique. Aujourd'hui, 2 films sur le couple et l'enfant, mais 2 films aux antipodes. Le premier est une comédie, le second un drame. Le premier suit un couple uni, quand le second raconte la séparation d'un couple. Le premier se joue dans l'intimité des peut-être futurs parents, quand le second est vu à travers les yeux de l'enfant. Nos critiques cinéma sont là pour en débattre avec nous ce midi. Thierry Chaise, bonjour. Bonjour. Directeur de la rédaction du magazine Première. Et avec vous, Muriel Joudet. Bonjour Muriel. Bonjour. On peut vous lire dans Le Monde. Bienvenue à tous les deux dans les midis de culture. Et on commence avec Le syndrome des amours passés, film d'Anne Siro et de Raphaël Balboni. J'ai soumis votre cas d'infertilité. Je pense qu'on a trouvé la solution. Ah. Vous devez retrouver toutes les personnes avec lesquelles vous avez eu un rapport sexuel dans votre vie et vous devez accomplir à nouveau un acte sexuel avec toutes ces personnes. Voilà. Avec tout cela, t'as vraiment... Attends. Bah, c'est pas que je trouve que c'est vraiment beaucoup, c'est vraiment beaucoup. Hein. Tu vois, regarde ma liste, 3 personnes, y a pas de quoi fanfaronner. Bah, c'est simple, tu te tapes mon mec, je me tape le tien. Le syndrome des amours passés, voici le drôle de mal qui affecte Sandra et Rémi, désireux d'avoir un enfant mais en but avec l'infertilité. Le remède, comme on l'a entendu, coucher avec tous leurs ex. Bon élève, le couple dresse alors la liste de leurs amours passés et se met, si je puis dire, au travail. Mais comment faire tenir ensemble désir d'enfant et désir des autres, désir d'union et tentation extérieure? Ton volontairement décalé, truffé de scènes masquées, colorées, dansées, la réinvention du couple passe par la réinvention du style, souvent lourd dès qu'on parle reproduction. Mais est-ce que ça marche? Est-ce que ça invente vraiment quelque chose, Thierry Chaise? Alors moi, ça a vraiment marché sur moi. Le film a été présenté à la Semaine de la Critique en mai dernier. J'avais découvert à ce moment-là. Moi, d'abord, je salue le côté kamikaze et de réalisateur. C'est-à-dire que s'il y a bien 2 sujets, le couple et la famille, qu'il faut que chacun ait des idées préconçues et qui fait que forcément on va pas s'y reconnaître, on va en dire trop, on va être trop réac, on va être au contraire pas assez réac. Voilà. Trop militant. Trop militant. Voilà. Et comment parler de sexe sans être lourd. Il y a, a priori, ils cochent toutes les cases. Ils savent faire ça, puisque dans leur film précédent, leur premier long ensemble, Une vie démente, ils abordaient Alzheimer, avec cette même idée d'essayer de faire un film un peu frivole autour de la maladie. Moi, c'est ce que j'aime chez eux. Et ce que j'aime chez eux, c'est qu'ils y vont complètement. C'est-à-dire qu'ils n'y vont pas avec le frein à main. Ils n'essayent pas, justement, d'être un peu ceci, un peu cela. Attention, non. On y va. On fait un film à sketch. Et qui dit film à sketch, dit forcément sketch inégaux. Mais il y a pour moi un geste assez joyeux, chaleureux, et qui pose des questions sans nous imposer les réponses. Et c'est déjà pas mal dans les films qu'on voit en ce moment. Muriel Joudet, un tel enthousiasme. Je le sens. Oui, non mais... Quand vous commencez par oui, mais non. Oui, mais non. Je me saoule moi-même, c'est ça. Vous saoulez de quoi? Non, de rien aimer. Mais bref. Non, le problème c'est que c'est vrai qu'Une vie démente, leur précédent film, en fait, avait trouvé le ton juste parce que de toute façon, la gravité est déjà là par le fait qu'on évoque la maladie d'Alzheimer et que ce soit toujours là et que ça hante. Donc la comédie était possible parce qu'il y avait une sorte de poids comme ça, de pesanteur qui existait de par le sujet. Et là, moi, j'ai l'impression que justement, ce parti pris de la légèreté fait qu'en fait, les questions qu'il pose et qui intéressent tout le monde, en fait, il les évite toutes, absolument toutes. Je trouve ça délirant qu'un film qui parle à ce point de sexualité ne filme pas un seul rapport sexuel. Je trouve ça, j'étais là, mais ça va, on est adulte, on peut y aller. Enfin, le film parle de ça, de est-ce que c'est grave de faire du sexe, quand je parle, de coucher avec quelqu'un. Muriel, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Voilà, je sais pas, mais est-ce que c'est grave de coucher avec quelqu'un? Est-ce que c'est grave de recoucher avec son ex? Est-ce que c'est grave tout ça? Mais il pose ces questions avec une énorme légèreté qui fait que pour moi tout est évité, mais à un point tel qu'à la fin, je révélerai pas ce qui se passe. Il y a une sorte de gag comme ça, mais que le film ne prend jamais au sérieux. Et surtout, c'est la question que pose le film, c'est qu'est-ce que ça fait si mon partenaire part rejoindre ses ex, ou même de nouvelles amours. C'est la question de la jalousie. Oui, et elle n'est jamais montrée, cette jalousie. C'est ça que je trouve terrible, c'est que le principe même du film, le dispositif est super intéressant et pourrait produire énormément de cinéma, énormément de choses, et ça devient pour moi un clip d'1h20, quoi, en fait. Ça veut dire que le film, en fait, il parle pas d'infertilité?
puisque c'est aussi un sujet qui est assez grave dans le couple. Si on fait un parallèle avec Alzheimer, ça pourrait être le même début de film, la même idée de film. On est plus sur la partie jalousie, couple ouvert. Non, mais vous avez raison, c'est censé parler de ça, mais il y a une scène, par exemple, avec la sœur de l'héroïne qui, elle, est tombée enceinte et veut avorter, et du coup, forcément, celle qui n'arrive pas à tomber enceinte commence à être jalouse, mais c'est très, très léger, en fait. Moi, je comprends ce truc de l'élégance, de la légèreté qui consiste à passer sur toutes les situations, voilà. Mais en fait, la vie, il y a un peu plus de poids que ça, voilà. Moi, enfin, si on part coucher avec son ex, notre copain va pas dire c'est super, et puis on va accrocher sa photo sur Mais d'ailleurs, le c'est mur, pas vraiment ce qui se passe non plus. C'est-à-dire que le film, en voulant éviter l'écueil de tomber dans la lourdeur des poncifs, justement, de trop de drame autour de ces questions-là, tombe, vous le dites, Muriel José, dans trop de légèreté, mais c'est pas complètement éludé quand même, cette question de la jalousie. Elle est reposée, elle monte tout au long du film. Thierry Chaz. Non, mais il y a quand même une base qui fait que on leur dit, parce que c'est pas très, très plausible non plus le point de départ, c'est-à-dire le syndrome des amours passés, c'est quand même quelque chose. Le scientifique, il les reçoit entre deux cours, qui leur dit j'étais à un séminaire aux États-Unis. On nous dit d'emblée, voilà quel est ce couple, et voilà la situation qui donc sort. Et donc à partir du moment où ça sort du commun, je trouve ça moins logique qu'il n'y ait pas forcément des scènes de sexe. Et en tous les cas, de la manière, je pense qu'ils les jouent de manière, qu'est-ce qui se passe dans la tête à ce moment-là. Et peut-être qu'ils ne montrent pas en effet les corps, mais qu'ils montrent une vision ou fantasmée et tout ça. Et oui, moi je trouve que une fois passé, on nous pose le couple, après, moi je sens la jalousie tout au long monter, avec cette idée que d'habitude, le cliché veut que le garçon ait plus en tous les cas, raconte plus ses ex que les filles. Lui, il a menti, en fait. On va s'apercevoir qu'il avait dit qu'il avait beaucoup plus que la réalité. Et une des questions qui est posée, qui est qu'est-ce qui compte, en fait? Est-ce que c'est le nombre d'aventures ou le temps qu'on a passé avec chacun de ses ex? Et je trouve que, bonne question, vous avez Merci de répondre. J'ai compris le film. Vous avez non, mais je trouve que, une fois qu'on a, ces questions-là, elles peuvent être aussi très, très, très ennuyeuse, pour dire un mot poli, et je trouve que à partir du moment où on part dans ce principe qu'on va être et dans la forme décalée et dans le début du fond décalé, moi cette légèreté ne me gêne pas, elle est intrinsèque au film, c'est le contraire qui m'aurait gêné. Et puis il y a cette question des non-dits, c'est-à-dire que c'est difficile de dire à l'autre je te permets d'aller voir ailleurs parce que c'est pour le bien de notre couple, parce qu'on veut avoir un enfant, de dire ça, et puis finalement de se dédire. Et je trouve que le film peut être malin sur cette manière de ne pas formuler clairement des crises de jalousie, de violence, comme on pourrait en voir, et en attendant ce sera encore plus insupportable de voir ça pour des millions de fois au cinéma. Et je pense qu'en fait le film très vite embrasse sur l'utopie qu'il veut installer, mais qu'en fait le moment de bascule, on passe de la réalité concrète. Ce moment de bascule n'existe pas. C'est-à-dire que le film commence très très vite avec ce rendez-vous avec le professeur qui les prend entre deux rendez-vous, qui est même pas dans un bureau. Il est dans une salle de cours. C'est ça en fait. Pour moi tout le vice est là, c'est-à-dire vraiment ce professeur qui n'explique même pas ce qu'est le syndrome des amours passés, que les deux héros vont gober comme ça alors que c'est pas du tout crédible. Il se pose pas la question de la crédibilité de ce syndrome alors que tout est incroyable. C'est ça, tout est incroyable. L'idée qu'on va retrouver, qu'on va réussir à faire un gosse une fois qu'on aura couché avec tous ses ex, faut la faire gober au spectateur cette idée quand même. C'est vrai que moi je me suis posé la question pour moi. Je me suis dit il y aurait pas eu de film parce que clairement moi j'aurais pas couché avec mes ex. Ça. Et du coup tout est un peu, il y a de la baguette magique partout quoi. Thierry Chaz. C'est des Belges, c'est pour ça. Oui, ce sont des Belges, mais on ne peut pas résoudre ça comme ça. Il y a une espèce de... Oui, il y a une espèce de dinguerie. Voilà, on joue ou pas. C'est-à-dire que voilà la règle du jeu. Si vous l'acceptez pas, vous pouvez sortir. Moi, je trouve ça... moi, je préfère en effet ça à la millième histoire de couple où... j'ai l'impression qu'on a... Là, je me dis, tiens, c'est marrant ce qu'il tente. C'est marrant ce qu'il tente, et c'est marrant qu'il le tente avec ces deux comédiens-là, parce que c'est aussi un film de réalisateur, mais c'est un film d'acteur. C'est-à-dire que Lucie Debay, qui était déjà présente dans son... Qui joue Sandra. Voilà. Et Lazare Gousseau, que moi j'avais juste vu dans Les Hautes-Herbes, une série sur Arte. En fait, ils ont travaillé avec eux en amont, ils ont filmé les répétitions, ils ont monté les répétitions, et moi, je pense que ce parti pris
participe à ce qu'on voit à l'écran. C'est-à-dire que si je crois C'est que ça à ce qu'on ne fonctionne. croit pas, c'est parce que aussi je crois en eux, je crois en leur jeu, je vois qu'ils s'amusent, je vois et il y a un bonheur à les voir évoluer dans les situations les plus abracadabrantesques possibles. Alors, est-ce qu'il y a vraiment un bonheur? Parce que là, moi, c'est un petit peu ma limite, c'est-à-dire qu'il y a un côté catalogue, c'est-à-dire que chaque ex rencontré est un cas de figure. Donc, il y a celle qui refuse de se remettre en couple, qui vit en colocation avec 2 copines et les 3 copines se partagent tout le temps les mecs qu'elle rencontre. Elle retrouve un DJ qui est devenu une énorme star, qui n'a pas d'enfant. Enfin, on imagine qu'il n'a pas d'enfant. Lui, il faut quand même le dire parce que c'est assez drôle. On se rend compte qu'il a couché avec sa sœur, qui n'est pas vraiment sa sœur de sang, mais voilà, mais bon, ça participe et tout. Donc, il y a à chaque fois un cas. Avec sa sœur Est-ce qu'on recouche avec sa sœur qu'on appelle sa sœur? Mais il y a un côté catalogue qui peut être parfois un peu répétitif. Et du coup, dans ces effets de retrouvailles, avec cette idée de ne pas montrer les scènes de sexe, mais toujours de les figurer, donc avec des scènes de danse, avec des masques, avec des lumières, devient un petit peu à force attendue et répétitive. Ouais, Marie moi je Boudet. trouve que le film ne se coltine pas à la question, je sais pas, de l'échec amoureux, de l'échec sentimental, de la vie ratée, de la vie amoureuse ratée. Tout est un peu, tout le monde va bien, tout le monde couche avec tout le monde dans un tourbillon de paillettes. Pour moi, il y a un moment où, alors que vraiment le principe même, moi je suis pour moi je trouve que que ce soit la comédie romantique ou la comédie de mœurs, ça a disparu. Et moi j'appelle à son retour parce qu'il y a plein de choses à faire. C'est quelque chose qui peut être extrêmement beau, extrêmement adulte et Vous pensez à quel film, par exemple? bah moi je pense beaucoup à des trucs des années 70, par exemple Tootsie, des trucs comme ça, ou des films An Unmarried Woman, qui est pas de Paul Mazursky, qui est pas un film très connu, mais qui a donné, qui a inspiré par exemple Sex and the City, même des séries comme Sex and the City, ce truc de on réfléchit à, alors je pense que ça se passe plus dans la série, dans le cinéma, mais ce truc de on réfléchit, et Anatomie d'une chute peut faire partie des comédies de mœurs, est très inspiré par ce truc des années 70, mais pour moi ça, je trouve que c'est la marque que le cinéma adulte a un peu disparu. Et donc quand je vois arriver un film comme ça qui parle des mœurs, qui parle de choses très ténues, de sexe, et de sentiments, de couple, ça m'intéresse beaucoup. Mais là justement, je trouve que c'est un sujet adulte, mais traité avec un peu trop d'enfance, quoi. De manière infantile, quoi. Ouais, Thierry et Chazal. c'est en effet la limite. Comme tout film à sketch, c'est qu'à un moment, On s'épuise, quoi. on s'épuise, on voit l'inégal. Alors la bonne idée qu'ils ont, c'est de faire 1h20, c'est-à-dire que ou Oui. 1h, voilà. Ça Parce passe que vite. très souvent, on se dit, ah bah tiens, j'avais une autre idée. J'imagine que lorsqu'ils créent le truc, ils doivent faire 10 sketchs en plus quasiment. Mais c'est l'inévitable problème. Et là, pour le coup, qui n'est pas résolu. Et je suis entièrement, je pense qu'en effet, c'est pas un film adulte. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Et donc, pour traiter quand même du couple et Voilà. du désir d'enfant, effectivement, c'est Ben là oui. où ça élude quand même Bah, ces ça élude questions-là. ça, mais ça crée autre chose. C'est-à-dire que, comme parlait les scènes de sexe, qui sont en fait symboliques et pas concrètes. Voilà. Mais c'est pour moi, ça va, tout le film est cohérent là-dessus. Et donc, je comprends qu'on le refuse entièrement, puisque c'est le point de départ et c'est tout ce qui va être. C'est leur manière d'être. Mais moi, je trouve, voilà, malgré tout, il y a quelques. Par exemple, ça ne ressemble, je trouve, à aucun film réellement. C'est-à-dire que je Ah, vois mais vous pas. trouvez... Bah, mais je alors vois moi, pas quelle justement... référence ils ont pu mettre. Ben, par exemple, moi, ça me fait un peu penser à l'atmosphère d'un film de Valérie Donzelli. Oui, c'est ça, le côté, Avec le film Notre-Dame. Un peu... Oui, truc pop, quoi. Voilà, mais- et c'est surtout toujours les mêmes motifs du côté pop. C'est-à-dire que dès qu'on dit décalé, loufoque, il y a forcément des lumières roses, de la musique avec de la flûte, des ruptures avec la de la danse et des masques. Donc il y a un côté un peu... C'est les petits budgets, quoi. Mais- Bah, petit budget, mais aussi... Non, c'est vrai, mais il y a aussi ça, c'est-à-dire que ça se sent qu'on fait du pop avec Ouais, c'est de du pop, l'argent c'est et étiqueté pop. mais par ailleurs, moi je pense que vraiment avec autant d'argent, je suis pas en train de dire il manque de l'argent à ce film. Moi, je tout connais ça. pas leur budget. Non, mais je ouais. pense qu'on peut faire quelque chose. On n'a pas besoin de plus de moyens pour parler des relations et de couple et tout ça. Et je pense qu'en plus, le film réalise un fantasme qui est que on aimerait rentrer comme ça dans la vie des gens. Mais le panel qui nous est présenté de la vie sexuelle me paraît un peu délirant et faux, quoi. Mais quand je disais, voilà, c'est que tous leurs collaborateurs quasiment ne viennent pas du cinéma. C'est-à-dire ils viennent très souvent de la chorégraphie, des danses, et ils ont fait beaucoup plus appel à l'art contemporain qu'à, tiens, on va choper tel truc dans tel film. Ça peut faire penser aussi Sean Navarre, par exemple, Voilà. quand il a fait... Donc, oui, mais voilà. à ces Il y a un côté performances, théâtral. voilà. Mais ça, je pense que de par tous leurs collaborateurs, de la déco au costume, en passant par le chef-op, c'est quelque chose qui était intrinsèque au projet. Et en gros, c'est pire qu'il n'est pas d'accord parce qu'il a dit moi, tout le monde
Tout le monde sauf Rémi. Quoi, tout le monde sauf Rémi? Bah, je peux coucher avec qui je veux, sauf toi, quoi. Il t'a dit que toi, tu pouvais coucher avec qui tu voulais? C'est dégueulasse. Hein. Sauf moi? Ah ouais, c'est J'ai dégueulasse, été quoi. tellement blessée. Mais toi, qu'est-ce que tu trouves dégueulasse dans ça? Parce que je suis pas sûre qu'on parle de la même chose, là. Bah, qu'ils te disent que tu peux coucher avec qui tu veux, sauf moi. Non, mais c'est pas la sauf toi, on s'en fout, c'est la première partie qui est Ah bon? dégueulasse. Bah, Si tu peux oui, coucher avec qui tu évidemment, veux, bien c'est sûr dégueulasse. aussi. Ça va ensemble, Et c'est un sauf tout. toi, c'est pas dégueulasse, Bah, c'est c'est un con. tout, c'est un ensemble. différent, c'est con. Le syndrome des amours passés de Anne Oui, c'est drôle, il Siro faut le dire quand même. et de Raphaël Balboni. C'est drôle. 12h, 13h30, les midis de culture. Géraldine Mosna-Savoie, Nicolas Herbeau. Et maintenant, déménagement de Shinji Somai. ミノル家出したら行くとこあるやろか俺がついてるしな古島。なんでお母さんが嫌いになったんうちは母親やあんたは娘やわからんの血液や私はお父さんとお母さんが喧嘩しても我慢したよそやのになんでお父さんらは我慢できひんの Festival de Cannes 1993, présenté dans la section Un certain regard, ce film de Shinji Somai reste pourtant inédit en France et sans grands échos au Japon. C'est donc 30 ans après que sort pour la première fois en salle ce film Déménagement, version numérisée et restaurée. Le déménagement, c'est celui auquel assiste la petite reine, âgée d'une dizaine d'années, qui voit ses parents se séparer et son père quitter le foyer. Mais c'est aussi celui d'un monde, le sien, qui se voit bousculé avec son lot de questions. L'enfance est-elle une illusion? Mes parents vont-ils m'abandonner? Sont-ils ceux que je croyais? En 2 heures, c'est pourtant Reine, la petite reine, qui se transforme. Et si c'était elle qui devenait une autre? Qu'en avez-vous pensé, Muriel Joudet? C'est très très beau. Vraiment, c'est. Il faut le dire, vous aimez ce film? Non, c'est un film somptueux et je pense que. Faut se dire qu'on a aussi la chance de que des distributeurs, déjà que des gens s'occupent de remasteriser, de ressortir ces films, des distributeurs français, je crois que c'est Survivance, il me semble. Oui, c'est ça. Voilà, qui ressortent ces films et d'un cinéaste, Shinji Somai. Alors moi, c'est le premier film que je vois de lui, mais du coup j'ai regardé, donc qui est mort à je crois 52, 53 ans. Il est mort en 2001 de manière prématurée, j'ai vu. Ces films ne sont pas trop sortis en France. Il y a eu une rétrospective à la Cinémathèque en 2012-2013. Bref, c'est vraiment ce qu'on appelle un secret bien gardé, une pépite. Et donc vous deux, Thierry Chaise et Muriel Joudet, pardon, je vous interromps, vous n'aviez pas entendu parler de ce cinéaste spécialement avant. Enfin, si, moi j'avais entendu parler, mais j'avais pas vu ses films, pas du tout. Et voilà, donc sinon, ça il faut le dire, hein, quand on est critique, souvent on a l'impression qu'on connaît tout et tout ça, mais il faut le dire quand on connaît pas. Et je savais que il avait très bonne réputation, mais après, où se procurer les films et donc le principe du film, et d'ailleurs je rebondis sur ce que je disais sur la comédie de mœurs, parce que là on y est en plein dedans, hein, sur des histoires, sur ce qui se passe dans la vie des gens, dans la conjugalité. Alors moi, je voulais citer aussi tout à l'heure Kramer contre Kramer, qui est un film que j'adore, et cette idée en fait du point de vue de l'enfant, de la hauteur d'enfant, qui peut être quelque chose de très casse-gueule au cinéma, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est de filmer quelque chose à hauteur d'enfant. Et moi, ce que j'adore au cinéma, c'est quand les cinéastes comprennent, ils me montrent que l'enfant, en fait, c'est quelqu'un qui, c'est le réceptacle de la gravité, du drame. C'est quelqu'un qui est en avance sur les adultes, en fait. Et ça, par exemple, Truffaut, il y a ça. Je pense aussi j'ai pensé beaucoup à L'Incompris de Luigi Comencini, qui est un chef-d'œuvre où vraiment on comprend que la question de l'enfance, c'est pas sortir de l'innocence. C'est finalement, il n'y a jamais eu d'innocence. Et là, cette petite fille, elle a un temps d'avance sur ses parents. Elle est beaucoup plus adulte qu'eux. Hein, le film commence somptueusement. Alors, d'ailleurs, je sais pas d'où vient cette lumière absolument magnifique, ce travail de la photographie qui vient de c'est complètement extraterrestre pour moi, ce travail sur la lumière. Tous les plans sont magnifiques. Pourquoi c'est si particulier que ça, la lumière dans ce film? En fait, c'est un truc je pense que c'est quelque chose des années 90 que ensuite, c'est très années 90. Ouais, c'est ça. Dans les tenues, et en fait, je me rends couleurs. compte que plus le temps passe, plus la lumière des années 90 devient hyper belle. Vous voyez, il y a ce truc on commence à avoir. Ça devient vintage. Ça cool. devient vintage. Et tous les décors sont magnifiques. Il y a cette table triangulaire qui résume, on la veut, hein, qui résume absolument tout le film, c'est-à-dire si la table est triangulaire, elle est là pour 3 personnes, et du coup, comme le couple se divorce, c'est très très beau. Donc tout est somptueux, sans non plus que ce soit de la peinture figée. Ça, c'est quelque chose de très dur au cinéma à faire, c'est-à-dire faire des tableaux sans qu'on ait l'impression que tout soit complètement figé. Et cette petite fille qui dit tout ce qui lui passe par la tête, et surtout, moi, ce qui m'a bouleversée, même si c'est quelque chose qui dit
disparaît un peu, c'est au bout d'un moment, c'est qu'elle observe en fait qu'au moment du divorce, sa mère retrouve sa liberté, s'émancipe, exactement comme dans Kramer contre Kramer. Et l'homme, lui, son père, est en plein déclassement social. Sombre. Voilà, c'est ça. Il sombre et à un moment, il disparaît complètement. Il est presque avalé par le montage. Et cette idée de l'enfant qui voit le déclassement social de son père, je trouve ça absolument magnifique. Thierry Chaise, vous aussi, vous êtes en montage. Est-ce que vous connaissiez Shinji Somai, pareil, Moi, je comme connaissais Muriel pas, et pour moi, il n'y a pas plus grand film d'horreur que Kramer contre Kramer. Vraiment, la chose la plus terrifiante au monde. Moi, j'ai été... Qui est donc sur la séparation aussi voilà, d'un couple. et ce qui se passe entre Meryl Streep et Dustin Hoffman. Voilà, quand on est enfant et qu'on voit ce film, on est l'enfant entre les deux. Moi, j'ai été impressionné par la fluidité aussi de l'ensemble. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui, à la fois, dans un travail de mise en scène incroyable, la manière notamment dont cette petite fille est toujours séparée de ses parents par un cadre, on l'entrevoit, cette distance comme ça, et en même temps d'être un film totalement accessible à presque à tous les publics. C'est comme ce qu'arrive à faire Pixar. Là, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on peut rentrer par 50 000 portes dans ce film. On peut le voir comme un geste de metteur en scène dingue. On peut le voir comme une histoire bouleversante et jamais larmoyante. Le mélange entre ce réalisme du début et ce glissement vers l'onirique se fait d'une manière fluide absolument incroyable. Rien n'est... On nous prend... c'est pas un adulte, en effet, qui se prend par un enfant, et jamais c'est mignon. Jamais c'est... Voilà, non, c'est pas mignon. Mais oui, alors que parfois ça pourrait être ça, se dire, bon allez, on va vous faire chialer. Moi, la scène, par exemple, où le père revient, elle part en vacances avec sa mère, et le père revient, on sent là tout le monde est stressé, c'est-à-dire que le père se dit, c'est encore possible, et bon, non, ça ne l'est pas. Et ce qui est dingue, c'est que... Mais en très peu de dialogue, d'ailleurs. C'est très peu de dialogue, mais que ce film, on peut dire que la société a évolué, les rapports ont changé, que ce film est de 93, 30 ans après, est absolument moderne. C'est-à-dire que si on disait, tiens, il a été filmé, à part en effet les lumières, mais ce qui se raconte, il y a dans les rapports hommes-femmes, en effet, dans les rapports sociaux, une modernité dingue. Et puis cette manière de ne pas réussir à dire à leur fille ce qui se passe et à ne pas se rapprocher d'elle. Et effectivement, ce que vous disiez, Thierry Chaise, sur tous ces cadres, c'est-à-dire il y a des vitres, il y a des miroirs, la disposition de cet appartement japonais avec des portes qui coulissent tout le temps, et ils n'arrivent jamais à se rencontrer. Et cette petette fille reine passe son temps à courir. Elle est toujours en fuite et la caméra la poursuit. Et moi qui ai un enfant, je me disais, mais je me demandais pourquoi la mère lui courait pas après. Alors elle lui court une fois après, elle est quand même très inquiète, mais il y a un truc de solitude de cet enfant qui s'émancipe, qui est assez foudroyant, Muriel Joudet. Oui, et qui est vraiment, qui surplombe tout, c'est ça qui est très beau, et puis surtout qui très vite, en fait c'est la seule qui elle veut du langage, et alors que voilà Et eux ils disent rien, ça rend eux ils dingue. disent rien, et du coup elle formule tout ce qui lui... Moi j'adore les personnages comme ça qui... Quand à un moment on sort du réalisme et qu'on se dit allez, ce personnage-là il va parler tout le temps, il va te dire ce qu'il veut. À un moment il dit, ne t'inquiète pas maman, je vais me dépêcher d'être adulte. Mais c'est terrible quand elle dit ça. Ouais, c'est ça. Mais c'est très très beau, cette idée que l'enfant a un temps d'avance sur ses parents, et qu'en même temps le film quand même, c'est à la fois sur le divorce mais aussi sur le fait que on passe sans cesse du côté de l'homme et de la femme, et la femme, on comprend qu'évidemment le mariage pour elle ça a été un vecteur d'aliénation, qu'elle s'en émancipe, et une fois qu'elle s'en émancipe, qu'elle peut retourner au restaurant toute seule, on le ressent très fort, quoi, la liberté que c'est, et qu'en fait le problème c'était pas tant l'homme que juste l'institution du mariage, et donc le fait d'être à hauteur d'enfant fait qu'en fait on peut passer de l'un à l'autre, et de fait c'est extrêmement moderne, extrêmement contemporain, puisque aujourd'hui, justement, quand on parle du couple, on l'aborde surtout du point de vue du divorce. Donc le film a presque quelque chose a complètement anticipé ce truc-là, où aujourd'hui, maintenant, c'est le couple, c'est deux parties qui s'affrontent, avec quand même jamais de... Il y a à aucun moment on se dit on est contre l'homme ou contre la femme, et je crois que j'avais jamais vu au cinéma un enfant qui regarde son père choir comme ça, et ça je trouve que c'est une idée qui, alors peut-être que ça existe dans d'autres films, mais une idée extrêmement forte et extrêmement puissante, parce que c'est vrai que ça arrive, et qu'un enfant, c'est exactement ce qui se passe quand il y a un déclassement social dans la famille. Alors il faut quand même dire que Reine est interprétée
de manière incroyable par Tomoko Tabata, qui, j'ai regardé moi aussi, est devenue actrice par la suite, parce que c'était il y a quand même 30 ans, donc elle a 42 ans, voilà, maintenant aujourd'hui. Et donc cette petite reine, on l'a dit, hein, en fait, au départ, on est vraiment dans la ville. Le film est structuré de manière, on pourrait dire presque en deux parties, c'est-à-dire il y a la partie où ils se séparent, on est dans la ville, c'est la fin de l'école, et donc cette excursion au lac Biwa, et c'est là où ça prend une dimension onirique, mais vous l'avez dit, Thierry Chège, il n'y a pas quelque chose de surligné. On nous dit pas, voilà, Reine est en train de s'émanciper, elle devient, grâce au rêve, une autre petite fille. Non, parce que c'est la conclusion, la suite logique de ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il y a quand même cette scène où la scène très violente avec sa mère. Ah oui, il faut un petit peu la raconter. Voilà, c'est-à-dire que sa mère veut savoir ce qui s'est passé à l'école, et donc elle est dans la salle de bain. Elle a mis le feu à l'école. Elle a mis le feu à l'école, voilà. Et elle veut savoir. Et donc la salle de bain, c'est son lieu. En fait, elle s'enferme, et d'un seul coup, elle qui a toujours été à distance, la mère veut rentrer à tout prix dans cette salle de bain. Et là, du coup, puisqu'il y a ces scènes-là très dures, évidemment que l'échappée est logique. Puisqu'elle court, il faut bien qu'elle atteigne un but. Et ce but, eh bien, c'est aussi la reconstruction, c'est la fuite, c'est que cette fuite construit quelque chose. Mais ça, dès le départ, tel que c'est fait, puisqu'elle comprend avant tout le monde, elle sait aussi qu'il va falloir construire. Et que d'un coup, cet onirisme, on se dit pas, ah oui, ok, ça c'est facile, on n'a pas assez pleuré, tiens, on te rajoute un bout de violon. C'est que tout est cohérent. Oui, et des petits lampions et des feux d'artifice pour montrer que c'est onirique. Pour dire, tiens, le chef d'éco veut un prix au prix du cinéma japonais. Le nombre de cinéastes qui essayent de faire ce film, en fait, et là, justement, tout est dans la grâce, c'est-à-dire, on les voit arriver, les lampions, la forêt, tout ça, et là, en fait, tout est simple, c'est facile. Simple, voilà, on n'a pas l'impression d'être à Cannes, en train de voir le énième film, pardon, pour Cannes, mais voilà, il y a vraiment, je pense que c'est ça, c'est comment on arrive à faire quelque chose d'aussi tenu sans que le spectateur ait l'impression ne pense pas au chef déco, au chef opérateur, et tout est pris d'un même geste, et c'est la grâce en fait. Qu'est-ce qui fait qu'on a raté ce film il y a 30 ans Est-ce que c'est le hasard, ou est-ce qu'on a changé notre regard aussi sur ce type de film aujourd'hui? Il se trouve qu'il y a 30 ans, il y avait eu un autre film japonais qui avait marqué un certain regard, c'est Sonatine de Takeshi Kitano, qui avait occupé tout l'espace. Et je pense que nous, ça nous a pas marqué, mais tous les cinéastes japonais, Koreeda en tête. Et quand on voit le film, on pense évidemment à la manière dont Koreeda fait le film Famille. Qui a eu la Palme d'Or en 2018. Voilà. Et qui a dirigé Tomoko Tabata dans un de ses films en 2006. Hamaguchi aussi le cite, Kiyoshi Kurosawa. Donc voilà, mais je pense qu'une fois encore, lorsque les films sont présentés à un certain regard, chaque année, il y a 20 films qui sont présentés, et peut-être qu'il y a la moitié qui ne sortent pas en salle directement. On redécouvrira peut-être dans 30 ans. Aujourd'hui, ça passe peut-être par certaines plateformes très pointues. Mais ça reste de plus en plus au cinéma japonais. Aussi, alors qu'à l'époque, beaucoup moins. Déménagement à voir absolument de Shinji Somai, ça sort aujourd'hui. Merci à tous les deux. Muriel Jouldé, on vous lit dans Le Monde. Thierry Chèze, on vous lit dans le magazine Première. Vous retrouverez toutes les références sur le site de France Culture, à la page de l'émission Les Midis de Culture et sur l'application Radio France.